puis, j'ai fait les beaux-arts, je suis artiste, j'ai été directrice artistique aussi, et puis je me suis passionnée pour le XVIIIe siècle et la Lorraine. Donc oui, je parle plus loin. C'est mieux là, je pense que là c'est mieux. Oui. Ouais. Et donc j'avais à cœur de faire découvrir cette femme artiste, parce que je travaille surtout sur les femmes artistes en fait. Je défends la cause féminine. Et donc j'ai travaillé à peu près 10 ans sur Marianne Colo avant de faire un livre qui vient d'être édité. Et donc je ne sais pas si vous connaissez Marianne Colo, dans la santé, vous ne connaissez pas du tout. Donc c'est une sculptrice, portraitiste de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'elle est née en 1748 et elle est active pendant une vingtaine d'années, de 1765 à 1783. Elle est contemporaine des sculpteurs Pigalle et Houton, que vous devez connaître, et participe au mouvement philosophique naturaliste qui annonce le nouveau monde. Dans la peinture et la sculpture, ce mouvement se traduit surtout par une recherche de la vérité et du beau réel. Les artistes abandonnent les codes du classicisme pour représenter la nature telle qu'elle est vraiment, sans artifice et sans apparat. Marianne Colo est la seule femme sculptrice connue du XVIIIe siècle et reconnue par ses pairs. Malheureusement, elle va tomber dans un oubli total après la Révolution et ne sera redécouverte que 100 ans plus tard, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Pour mieux comprendre qui elle est, nous allons remonter à la jeunesse de sa redécouverte. Marianne Colo est une énigme pour les historiens de l'art de la fin du XIXe siècle, comme vous pouvez le voir sur cette image. Ses œuvres signées posent questions, comme on peut le lire ici dans ce numéro de la revue française L'Intermédiaire des chercheurs et curieux. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce périodique. Et donc, c'est une énigme, donc, et dans ce numéro daté de 1884, M. Gandouin s'interroge, il écrit, dans une œuvre datée de 1765, nous rencontrons le nom de Marie Colo. Où pourrions-nous trouver quelques détails sur cette femme artiste? Alors, l'intermédiaire des chercheurs et curieux a une particularité, c'est qu'il comporte les questions et les réponses. C'est un périodique mensuel et sur divers sujets, sur l'art, l'histoire, la littérature. Et ce périodique s'adresse aux intellectuels. C'est en quelque sorte un premier forum d'échange, dont la parution va s'échelonner de 1864 à 2016. Dans le même numéro de cette revue, un Pétersbourgeois répond Monsieur Ernest Gandouin trouvera dans la Gazette des Beaux-Arts, année 1869, les détails qu'il demande sur Marianne Colo, élève de Falconet et auteur, entre autres, de la tête de la célèbre statue de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg. La source de ces informations étant l'article sur Étienne Maurice Falconet et Marianne Colo par Charles Cournot. Marianne Colo commence donc à sortir de l'oubli vers 1869 et plus précisément en 1866. 1866 est une date clé pour la redécouverte de cet artiste, car c'est l'année où le musée Lorrain et le musée des Beaux-Arts de Nancy héritent d'une collection d'art léguée par testament par Marie-Lucie Falconet, baronne de Jancowitz, qui n'est autre que la fille de Marianne Colo. Marie-Lucie Falconet vient de s'éteindre dans son hôtel particulier de Versailles, mais elle a tenu à léguer une partie de la collection d'art de sa famille à la Lorraine, qui les a accueillis, elle et sa fille, pendant les troubles de la Révolution. Ici, vous voyez la place de Stanislas, donc à la fin du XIXe siècle, et au fond, vous voyez à droite le musée des Beaux-Arts, où une partie de la collection de Marie-Anne Colo est actuellement.
exposés. Cet héritage comprend une quarantaine de tableaux, des dessins de maîtres, 4 bustes de Marie-Anne Collot, 16 outils de sculpteur, ainsi qu'une importante correspondance de Diderot adressée aux artistes Étienne Maurice Falconet et Marie-Anne Collot, soit 22 lettres inédites de Diderot qui seront vendues très rapidement à la BNF. Ces lettres de Diderot, datées de 1766 à 1772, sont une véritable mine d'informations pour les historiens et les chercheurs. Elles sont donc adressées au sculpteur Étienne Maurice Falconet, mais aussi à sa collaboratrice Marie-Anne Collot, lorsqu'ils sont tous deux à Saint-Pétersbourg au service de Catherine II. Charles Cournot, premier conservateur du musée de Nancy, est donc le tout premier à se plonger dans ces lettres inédites qu'il va publier en 1867. Certaines de ces lettres ont parfois été largement placardées, comme vous le voyez sur cette image, par la baronne de Janowitz, qui trouvait probablement que Diderot était trop bavard au sujet de sa famille. Et voici la fameuse étude conseillée à M. Gandoin, écrite par Charles Cournot, intitulée « Étienne Maurice Falconet et Marie-Anne Collot », publiée dans la Gazette des Beaux-Arts de 1869. C'est donc un siècle tout pile après son départ pour la Russie que la sculptrice Marie-Anne Collot est redécouverte dans un premier temps par Charles Cournot. Cette découverte a suscité bien sûr un certain engouement auprès des historiens. En 1898, paraît une autre étude par le critique d'art Anthony Valabrègue, intitulée « Une artiste française en Russie, Madame Falconet ». Le critique d'art s'étonne qu'une femme de 18 ans à peine puisse partir à l'étranger. Il écrit « Elle, Marianne, appartenait au monde artistique et déjà, dans certains milieux au XVIIIe siècle, l'idée de l'émancipation de la femme avait fait de sérieux progrès. » Les références principales de cet essai sont les lettres de Diderot qui sont abondamment citées. Puis, c'est l'historien de l'art français Louis Réau qui va s'intéresser lui aussi au couple d'artistes. Il publie en 1922 une monographie de 600 pages sur le sculpteur Étienne Maurice Falconet, dans laquelle il n'oublie pas de citer sa collaboratrice Marie-Anne Collot. Louis Réau ne peut que s'incliner devant le talent de la sculptrice et lui consacre non seulement 2 chapitres, mais aussi le premier catalogue de ses œuvres. Il écrit « Cette jeune déracinée a été une des meilleures ouvrières de l'expansion de l'art français, reconnaissant qu'elle mériterait d'être citée parmi les grands bustiers du XVIIIe siècle. » Puis, Marie-Anne Collot retombe dans l'oubli pendant plus de 70 ans. C'est une antiquaire parisienne, Marie-Louise Becker, qui la redécouvre en 1998. Quant à moi, c'est à Nancy que je découvre pour la première fois cet artiste. Il faut dire que j'habite en face du musée des Beaux-Arts de la ville de Nancy, lieu où sont exposées ses œuvres. J'y découvre son portrait, que vous voyez, et surtout son travail impressionnant d'où semble surgir la vie. Je ne sais pas si vous voyez, là on a même presque l'impression que l'œil est bleu. C'est un peu ce que ça me fait comme impression. Je commence alors une véritable enquête. Tout le monde voit bien le texte en là? Je commence alors une véritable enquête sur cette sculptrice méconnue et je m'aperçois qu'elle a habité à quelques rues de chez moi. Je me rends à Marigny, dans la chapelle où son corps a été déposé en 1841 et je me plonge dans les documents d'archives. Alors Marigny, c'est un domaine qu'elle va acheter par la suite qui est à côté de Nancy, entre Nancy et Lunéville.
Mais revenons à la toute première source de connaissances sur Marianne Collot, les fameuses lettres de Diderot réapparues lors du legs de 1866 et grâce auxquelles on apprend vraiment qui est cet artiste. Il faut dire que Diderot est très volumineux et lorsqu'il s'adresse à ceux qu'il appelle les bons amis, il raconte tout et même très volontiers les détails de leur vie privée. Grâce à Diderot, nous voilà projetés en 1765, date où une certaine Marie Collot, apprentie sculptrice, signe plusieurs bustes de terre cuite d'une grande qualité. Ici, vous êtes rue d'Anjou, et elle est juste derrière en fait. C'est un petit clin d'œil du destin, parce que vraiment, vous voyez, la maison que Falconet va se bâtir, voilà. Alors, grâce à Diderot, nous sommes dans l'atelier du sculpteur. Alors oui, alors là je vais mettre les bustes donc, de terre cuite d'une grande qualité, et donc vous avez les premiers bustes que Marianne Collot a signés. Et au départ, elle signait Marie Collot, par la suite, elle va signer Marianne Collot. Nous sommes dans l'atelier du sculpteur, académicien Étienne Maurice Falconet. Cet atelier, situé rue d'Anjou à Paris, donc juste derrière, est surnommé La Chaumière. C'est aussi un salon littéraire très à la mode où se réunissent philosophes et gens d'esprit. On croise chez Falconet Grimm, Dany Laville, Diderot bien sûr, mais aussi le prince Galitzine, ambassadeur de Russie. Pour mieux comprendre l'œuvre de Marianne Collot, il est important de parler dans un premier temps de son professeur et mentor, Étienne Maurice Falconet. Donc là, je vous fais un portrait de ce sculpteur qui est indispensable pour comprendre l'œuvre de Marianne Collot. Falconet a bâti sa maison de ses propres mains. En 1763, il a 47 ans. Il est veuf et vit avec son fils Pierre-Étienne, 22 ans, et avec son apprentie sculptrice, Marianne Collot, qui a 14 ans. Depuis 1757, le sculpteur connaît une certaine renommée grâce à la très haute protection de Madame de Pompadour, ex-favorite royale qui règne sur les arts. La marquise l'a en effet nommé directeur des ateliers de modelage de sa manufacture de Sèvres. Fils de compagnon menuisier, là vous l'avez un peu plus jeune, Falconet avait épousé en 1734 Anne-Suzanne Moulin, sœur d'un ébéniste du roi. Il a travaillé dur pour accéder à ce titre de directeur de la manufacture, et c'est probablement par sarcasme qu'il surnomme sa maison La Chaumière. Contrairement à ce qui a été écrit sur lui, il n'a pas commencé chez un perruquier en sculptant des têtes de bois. C'est une moquerie le concernant, car il est réputé pour avoir un mauvais caractère. Une tête de Falconet, dira l'impératrice de Russie. Il a été formé par 2 maîtres sculpteurs parisiens, Tréteau et Lagneau, chez lesquels il entre en apprentissage à 15 ans. Puis il entre dans l'atelier de Jean-Baptiste Lemoine, académicien, sculpteur du roi, qui le traite comme son enfant et qui le dispense de payer ses cours car il n'en a pas les moyens. Falconet est un homme très ambigu, orgueilleux, mais très peu sûr de lui, parce qu'il n'a pas fait ses humanités. Il est très dur avec lui-même et avec les autres. On raconte qu'il a fait mourir sa maîtresse de chagrin et que l'un de ses élèves s'est suicidé suite à ses sarcasmes. Voici le portrait de Falconet par son ami Diderot, qu'il a surnommé l'ours. J'ouvre les guillemets, c'est Diderot qui parle. C'est qu'il a de la finesse, du goût, de l'esprit, de la délicatesse, de la gentillesse et de la grâce tout plein. C'est qu'il est rustique et poli, affable et brusque, tendre et dur. C'est qu'il pétrit la terre et le marbre, et qu'il lit et médite. C'est qu'il est doux et caustique, sérieux et plaisant. C'est qu'il est philosophe, qu'il ne croit rien et qu'il sait bien tout.
c'est qu'il est bon père et que son fils est sauvé de chez lui. C'est qu'il aimait sa maîtresse à la folie et qu'il l'a fait mourir de douleur. Qu'il y a longtemps qu'il l'a perdue et qu'il n'en est pas consolé. Falconet est le maître d'œuvre de la décoration de l'église Saint-Roch, que vous connaissez tous, rue Saint-Honoré à Paris, réalisée en 1753. C'est une véritable mise en scène théâtrale répondant aux exigences de son commanditaire, l'abbé Marduel, que Falconet connaît très bien, car c'est grâce à l'abbé qu'il a appris le latin et l'italien. Le sculpteur a, dit-on, la rage de s'instruire. Le professeur de Marianne Collot est donc un sculpteur philosophe qui cherche à reproduire le réel, c'est-à-dire à insuffler la vie à ses œuvres. Il est connu pour sa morbidezza. Est-ce que vous connaissez ce mot? La morbidezza, c'est un terme qui désigne une délicatesse, une mollesse, un modelé spécifique qui donne la vie, qui donne vie à la chair, que ce soit en peinture ou en sculpture. Falconet est admiratif des sculpteurs baroques Puget et Le Bernin. Et il prône la supériorité des modernes sur les anciens, c'est-à-dire qu'il trouve que les statues antiques manquent de vie, de mouvement. Il veut créer du sentiment, de l'émotion. Donc là, on le voit dans ces sculptures qui sont vraiment pleines de vie, puisqu'on a Pygmalion, et là, le thème est parfait pour donner la vie à cette sculpture. Alors, Marianne Collot rencontre pour la première fois Falconet dans l'atelier du sculpteur Jean-Baptiste Lemoine, que vous voyez ici. C'est un atelier situé dans la cour carrée du Louvre, que vous voyez à gauche, et vous pouvez remarquer que dans cette cour carrée, il y avait du bâti qui était en train d'être démoli. Le bâti, les maisons servaient aux artistes, aux ouvriers, et donc c'est le marquis de Marigny qui a décidé de faire démolir ces bâtis au milieu de la cour. Je trouve que cette image est très intéressante. Alors, Marianne est une enfant discrète et sensible, de 13-14 ans. Elle a été placée par son père comme modèle d'atelier contre de l'argent, selon Diderot. Il n'est pas rare à l'époque que des parents monnaient leurs filles. C'est l'époque du parc aux cerfs et des filles d'opéra. Les origines de Marianne sont assez obscures. Probablement élevée par sa grand-mère, elle a peut-être bénéficié de l'école gratuite, car elle a une très jolie écriture. Car ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en 1760, Paris compte près de 500 lieux éducatifs, dont 253 institutions pour les filles. Un petit Parisien ou une petite Parisienne sur 4 a la chance d'aller à l'école. Marianne Collot a souvent posé pour Falconet, qui a lui aussi un atelier au Louvre, voisin de celui de Lemoine, son ancien professeur. Il réalise à l'époque de petits groupes bucoliques pour la manufacture de sèvres. Marianne a-t-elle posé pour Psyché cachant l'arc de l'amour, pendant de l'amour menaçant, réalisé en 1761 pour Madame de Pompadour. En 1761, Marianne a 12 ans. Si oui, on ne le saura jamais, car défendant son honneur plus que tout, elle renia toute sa vie le métier de modèle, considéré à l'époque comme peu honorable. Mademoiselle Collot est très fière. La jeune fille semble viser bien plus haut que le métier de modèle. Jean-Baptiste Lemoine, qui selon Diderot aime Mademoiselle Collot à la folie, s'aperçoit très vite qu'elle est surdouée pour le dessin et le modelage. Mademoiselle Collot a le don très rare de faire le portrait. Et Lemoine, bon comme le bon pain, est d'une gentillesse légendaire, la forme au métier de statuaire. Falconet, qui se dit très mauvais portraitiste, admire le talent de la jeune fille et décide de la prendre comme apprentie dans son atelier. Il la loge dans sa maison rue d'Anjou. En 1763,
Diderot, également sous la protection de Madame de Pompadour, fréquente lui aussi assidûment les ateliers du Louvre. En quête d'un article sur la sculpture pour son encyclopédie, il y fait la connaissance de Lemoine et de Falconet, le sculpteur philosophe. Invité rue d'Anjou, à la Chaumière, Diderot y fait la connaissance de Mademoiselle Collot, qu'il va surnommer rapidement Mademoiselle Victoire, en référence à une pièce jouée à la foire Saint-Germain, dans laquelle une certaine Mademoiselle Victoire déclame « Je passe pour être fière ». Diderot racontera plus tard dans ses lettres adressées à ses amis, partis en Russie, être retourné dans la chaumière de la rue d'Anjou. La chaleur du jour lui fit chercher le frais dans le petit atelier. En y entrant, il s'arrêta tout court et, tendant ses deux bras vers l'endroit où il avait vu Marianne